Donc bonsoir à tous. Donc mon exposé sera un tout petit peu plus formel et peut-être du coup un peu moins user-friendly. Donc je vais vous présenter Flux, donc un mécanisme pour gérer l'application l'état de votre application qui combo très bien avec React. Je vais vous montrer comment on l'utilise avec React. Et une utilisation un peu extrême du pattern de Flux que j'utilise pour faire du data fetching dans mes applications, et en particulier des applications de temps réel, comme par exemple des chats. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Eli Rothenberg, depuis quelques mois je suis directeur technique de WebEDH, WebEDH, je ne sais pas qui connaît chez vous, mais c'est la société qui gère Allociné et jeuxvideo.com entre autres, et donc moi je m'occupe particulièrement de jeuxvideo.com, Millennium qui est site qui fait surtout du streaming d'e-sport, et la licence française d'IGN. Donc Personal Branding Time, Twitter, blog, GitHub, mail, etc. Et quelques-uns de mes repos, je pourrais vous en parler après exposé si vous voulez. Donc tout d'abord, on vient de vous présenter, vous connaissez peut-être déjà, pardon, avec les exemples habituels de React. Donc l'idée de React, c'est de décomposer une application en composants, que ces composants soient purs relativement à leurs props, donc qui sont les paramètres qu'on leur passe comme une fonction, et un état interne du composant qui doit être opaque, c'est-à-dire que les parents de ce composant et les enfants de son composant n'ont pas accès à l'état. L'état est privé à un composant. Donc la seule manière qu'un composant de communiquer son état à un autre composant, c'est en passant son état ou une version dérivée de son état à ses enfants via ses props à lui. Donc là par exemple, je n'ai pas d'exemple en fait, excusez-moi, mais vous venez d'en avoir plein. Donc les composants ont un état interne qui permet de faire plein d'optimisations du genre de dire si l'état n'a pas changé et si les paramètres n'ont pas changé, alors le render du component n'a pas changé, donc j'ai pas besoin de régénérer le HTML, j'ai pas besoin de modifier le DOM. C'est ce qui permet à React d'être extrêmement rapide et de gérer très bien des listes de 10 millions d'items sur une page. C'est ça qui vraiment fait que React est extraordinairement performant. Par contre, c'est sous certaines hypothèses, et ces hypothèses sont donc que les props sont immutables et que l'état est privé. Or, dans des applications vraies, dans le monde réel de la vraie vie, tous les components ne peuvent pas être comme ça. Déjà pour une raison assez claire, c'est qu'il y a intrinsèquement un état global du navigateur quand vous utilisez une application web. Il y a des variables globales dont vous avez besoin en vrai dans vos applis, comme par exemple la taille de la fenêtre, qui est une variable globale, la position de la souris, la position, la position des scrollbars, l'URL, les entrées dans l'historique, etc. Il y a un certain nombre de variables qui sont intrinsèquement globales, donc qui n'ont leur place dans aucun composant en particulier, qui devraient pouvoir être accessibles de n'importe où, et qui sont susceptibles de changer, ne serait-ce que l'horloge interne du navigateur, par exemple. Vous pouvez avoir envie d'avoir un comportement qui dépend du passage du temps. Si vous voulez que le comportement de vos composants dépend du passage du temps, vous devez être capable de détecter que ce temps a changé et render le component lorsque cette horloge s'écoule. Je vous donne un exemple. Si je veux faire un composant aussi bête qu'un qui affiche la position courante du curseur et la position courante du curseur, je suis un peu embêté si j'essaie de l'écrire avec un component React simple, parce que même si je mettais ici window.scrollbar par exemple, d'une part je serais embêté parce que ça viole l'encapsulation des components, je fais explicitement référence à une variable globale, c'est mal, on verra pourquoi après. Et plus embêtant, je ne sais pas quand est-ce que je dois re-render ce component, parce que render, c'est pas une fonction magique, il faut l'appeler, il faut en tout cas dire à React de l'appeler pour régénérer le HTML du component, donc il faudrait avoir un moyen de dire ok, ce component, je veux le re-render à chaque fois que la position de la souris ou la position de la scrollbar change. Au-delà des variables qui sont intrinsèquement globales, on peut avoir envie de partager des informations entre des components. Encore une fois, on vient de passer une heure, mais le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que React gère des components visuels, c'est quand même assez proche de la structure du HTML que vous allez générer. Or, a priori, dans votre ergonomie, vous n'avez pas envie de coupler le code HTML qui est généré, la structure du code HTML qui est généré, avec la structure logique de vos composantes. Par exemple, vous pouvez avoir sur un bout de votre écran
qui sera placé à un certain endroit du DOM parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est comme ça que marche HTML et CSS. Vous pouvez avoir envie d'avoir un bouton avec marqué cliquez ici, et un endroit complètement différent du DOM, une case qui vous dit le nombre de fois que j'ai cliqué sur ce truc-là est là. Bon, on ne fera pas un débat d'ergo pour savoir si c'est bien d'avoir un bouton qui a un effet sur un truc au bout de l'écran, mais la manière dont fonctionne React rend pas complètement naturelle la manière de faire ce genre de choses. Donc là aussi, si on a envie d'avoir deux composants complètement séparés qui partagent un état, l'un pour le muter, l'autre pour le lire, on n'a pas de pattern très naturel dans React pour gérer ça. Donc il y a plusieurs manières de faire. La première, qui est la plus simple et qui a été un peu présentée à l'instant, consiste à avoir en gros des variables globales qui sont considérées comme en lecture seule par certains components ou en écriture seule par d'autres components, et d'avoir un event emitter auquel les fonctions dont les components dans la fonction de render dépend de ces variables globales écoutent cet event emitter, et dès qu'il y a un changement qui est produit, c'est la responsabilité de tous les components qui vont modifier ces variables globales d'émettre un événement de changement. Donc là, l'exemple du bouton avec un clic, quand on clique sur le bouton, on appelle une méthode du component qui modifie la variable globale et qui juste après émet un événement de changement. Et on a notre autre component qui, au moment où il est inséré dans le DOM, souscrit à cet event emitter et force un re-render à chaque fois que la variable globale est mise à jour. Et il rappelle la fonction render et le HTML généré est mis à jour. Bon, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc enfin, il y a plein de problématiques qui sont liées d'une manière générale à l'utilisation de variables globales. C'est moins grave dans un langage comme JavaScript qui n'est pas multithread que ça pourrait l'être dans d'autres langages, mais ça pose quand même des problèmes de synchronisation, notamment quand vous avez plein de routines asynchrones dans tous les sens. Ça pose aussi un problème d'encapsulation et de responsabilité, puisque il suffit d'oublier quelque part ou de ne pas vérifier un certain invariant, en l'occurrence qui est d'émettre un événement change à chaque fois qu'on modifie une variable. Donc ça peut être plus compliqué à débugger, ça peut être plus compliqué à tester, et surtout, on n'a pas de garantie forte sur qu'est-ce que va render un component juste en regardant ses props et son état. L'autre manière de faire consiste à utiliser véritablement l'architecture, enfin, la hiérarchie des components pour se passer des informations. L'idée générale, c'est que vous pouvez passer des informations qu'à vos enfants, donc pour que vos enfants ou des descendants, donc des enfants de vos enfants, vous passent des informations, vous devez leur passer une fonction qui fera office de callback, et le descendant qui aura besoin de vous remonter une information appellera cette fonction, et elle sera gérée au niveau du component dont cette fonction est une méthode. Donc dans cet exemple, on a un ensemble de trois components, donc c'est un peu l'idée qui vient de présenter du component wrapper, mais en gros on a un bouton à qui on passe un callback qui va modifier l'état interne de notre wrapper, et un autre component qui est le label à qui on passe directement notre état interne. Donc le mécanisme, c'est qu'on passe un setter pour donner des droits en écriture et on passe un getter pour donner des droits en lecture. On peut éventuellement donner les deux, mais il n'y a pas d'obligation a priori de donner les deux, et au moins on est certain que on découple la sémantique du callback qu'on donne au click button, par exemple, de la représentation interne. C'est-à-dire que là, on va passer une fonction increase counter. Ça ne sera pas le problème du component click button de savoir que ça va être implémenté par un set state par le component parent. Donc on a vraiment une c'est beaucoup plus facile de raisonner sur le composant sur le composant de ClickButton, puisque la représentation interne et la manière dont ça va être communiqué à d'autres components n'est pas de sa responsabilité. Donc c'est quand même un pattern qui est assez problématique, comme je vous le dis, parce qu'il coupe très fortement la hiérarchie des components, qui est très reliée à la hiérarchie du HTML qui va être générée, avec la hiérarchie logique. C'est particulièrement un problème dans des applications qui sont complexes, où vous avez une hiérarchie de components qui peut avoir 10, 20, 30, 40 niveaux de profondeur. Si vous imaginez l'exemple par exemple d'un login utilisateur, si vous avez votre box en haut à droite qui doit afficher le login utilisateur que vous avez rentré
dans un truc qui est au fin fond d'un formulaire qui date il y a 4 onglets de navigation. Il y a 4 sauts de navigation. Vous devez faire remonter dans toute la hiérarchie de components des callbacks, de callbacks, de callbacks, de callbacks, de callbacks pour faire remonter jusqu'à la racine, et ensuite passer des getters qui font passer des getters, qui font passer des getters, qui font passer des getters pour faire redescendre l'information. Donc évidemment dans les vraies apps de la vraie vie du monde réel, c'est un peu compliqué. Donc on a quand même envie d'avoir une notion de variable globale, puisque finalement c'est bien ça dont il s'agit, c'est d'ignorer en quelque sorte la hiérarchie de components pour passer et muter et lire de la data, mais on a envie de faire un petit peu attention. Donc, il y a plein de manières de faire attention. Celle que propose Facebook et qui fonctionne très bien avec React, c'est Flux. Donc le principe de Flux est de découpler complètement la lecture d'informations et les mutations d'informations. Ça va même plus loin que ça, c'est de vraiment dissocier totalement une action de ses conséquences sur les stores. C'est-à-dire que quand un component émet une action, il émet une action, mais qui en réalité a une intention de faire quelque chose, et après c'est la responsabilité du flux dans lequel se trouve votre business logic de mettre à jour des stores ou non. Et donc le dispatcher, en l'occurrence, qui contient la logique qui convertit des actions en mutations sur les stores, ensuite la responsabilité de transmettre aux components qui sont intéressés les mutations sur les stores. Et les components, après, qui lisent ces stores, sont complètement passifs, ils ne font que recevoir des mises à jour, et grâce à ces mises à jour, ils décident ou non s'ils ont besoin d'être re-rendered. Donc dans la pratique, ça peut ressembler à quelque chose d'aussi bête que ça. Donc là, Flux from scratch sans framework. Bon, j'ai un peu simplifié le code, mais dans l'idée, vous avez des actions qui sont juste des fonctions et des stores qui sont juste des valeurs, avec une convention là pour enforce un peu le côté lecture seul, mais à la limite, il y a 50 manières de garantir ça de manière statique. Mais conceptuellement, une action c'est juste une fonction et un store c'est juste une valeur en lecture seule. Donc le component click button, il fait que appeler une fonction. Il ne regarde pas sa valeur de retour, c'est pas son problème. Et le component label, lui, au moment où il est monté, il souscrit aux updates du store qui l'intéresse et il décide qu'il va être render chaque fois que ce store précisément sera modifié. Et dans le render, on ne s'occupe pas de comment où on va aller chercher la donnée, on sait juste que c'est une donnée d'un store qui est le counter et on prend sa valeur. Donc on voit bien ici que c'est globalement le même pattern que d'utiliser des variables globales, juste qu'on donne des garanties sur la manière dont on va manipuler ces variables globales en écriture ou en lecture pour éviter un certain nombre de problèmes, notamment de synchronisation, quand vous avez plein de components qui ont des comportements asynchrones, liés aux responsabilités, donc d'émettre des événements change, etc., etc. Donc c'est une manière un peu plus propre de faire de l'état global. Donc l'objectif initial était de partager un état entre des components, ça correspond à un besoin dans des vraies applications. On ne veut pas massacrer des invariants de React qui nous permettent de faire des grosses optimisations de performance. Donc on veut conserver des components dont on puisse dire si les props et l'état n'ont pas changé, j'ai pas besoin de les re-render. Donc on ne veut pas avoir des force updates dans tous les sens, on ne veut pas avoir des event emitters qui ne respectent pas la hiérarchie de components de React. Donc il y a d'abord un problème tout simple, syntaxique, statique, de concrètement dans mon application, comment je fais pour transmettre la référence des valeurs que je veux échanger entre mes composants. Je ne sais pas si vous avez déjà codé des applications React, mais tout simplement transférer une référence sans la passer explicitement par des props. Vous êtes quasiment obligé d'utiliser une variable globale ou un pattern genre singleton, qui est en fait utiliser une variable globale, c'est juste un petit peu planqué. Donc ça c'est un des premiers problèmes pratiques qu'on a. On veut absolument éviter de partager un état mutable. Donc pour éviter tous les problèmes classiques d'écriture, alors pas concurrence parce qu'encore une fois JavaScript n'est pas explicitement multithreadé, mais puis si par exemple vous avez des timeouts concurrents ou des requêtes HTTP concurrentes, vous n'avez clairement pas envie de vous préoccuper de dans quel ordre ces actions sont résolues, dans quel ordre ces opérations asynchrones sont résolues, c'est certainement pas le genre de choses que vous avez envie de faire dans votre application. C'est un peu tout l'objectif de React de vous présenter une syntaxe déclarative qui a l'air synchrone, donc de vous dégager de tous ces problèmes d'asynchronicité. Donc vous avez envie à tout prix d'éviter d'avoir un état partagé mutable, et vous voulez re-render vos components exactement quand vous avez envie de les re-render, c'est-à-dire pas trop souvent. Vous ne voulez pas re-render vos components alors que vous savez, ou que vous pouvez prédire, ou que vous pouvez démontrer que le résultat du render va être le même que celui d'avant.
Et en revanche, vous voulez absolument ne pas sous-render, c'est-à-dire que votre component devrait changer, mais la fonction render n'a pas été appelée parce que vous avez oublié d'appeler un event listener, un event emitter ou un truc comme ça. Donc Flux propose une solution à tous ces problèmes, puisqu'elle permet donc d'exposer l'état de tous les composants, d'encapsuler l'état global de votre application d'une manière qui est bien testable, qui est bien prédictible, sur laquelle vous pouvez faire des hypothèses, vous pouvez faire des optimisations, etc. etc. Et donc l'idée, c'est que les stores sont des observeurs, hein, c'est juste une manière un peu différente d'appeler ce pattern-là qui doit avoir 30 ans. Les stores sont juste des observeurs en lecture seule, et les actions expriment des intentions qui sont fire and forget, donc c'est pas le problème de la personne qui effectue l'action de savoir quel va être son résultat. Donc la manière de le présenter habituellement, c'est celle-là, celle qu'on trouve sur la plupart des présentations de Flux. Moi je la représente d'une manière un tout petit peu différente, qui est strictement équivalente, mais qui est plus symétrique. C'est-à-dire il y a davantage de briques, mais l'idée c'est que donc, vous avez des clients qui sont des components React, et vous avez votre source unique de vérité, qui est la source d'informations dont proviendra toutes les informations dont vous avez besoin pour render l'ensemble de vos components. Les données circulent dans une seule direction, qui est en l'occurrence le sens trigonométrique, parce que j'ai choisi de le dessiner comme ça. Et donc un component peut émettre des actions, peut produire des actions, donc qui sont un type d'action et des paramètres d'action. Ces actions sont écoutées par la single source of truth, qui dit ok, je reçois tes actions, j'en fais des choses. C'est le problème du dispatcher, c'est la logique interne. Et en conséquence de ces actions ou non, et de toute façon c'est pas le problème des components, la source de vérité émet des mises à jour. Et des mises à jour, c'est tout simplement dire ok, la valeur qui a cette adresse, le store qui a cette adresse, ou à cette clé, ou à ces identifiants, a changé de valeur, et sa nouvelle valeur c'est ça. Et les components de leur côté souscrivent aux mises à jour et re-render lorsque des mises à jour qui les intéressent, lorsqu'ils reçoivent des mises à jour qui les intéressent. Bon, accessoirement, on peut faire des optimisations scabreuses de ce genre de truc, mais j'en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, l'utilisation de Flux implémenté comme ça, c'est le fameux Nexus Flux, enfin fameux que pour moi, mais le fameux Nexus Flux suit exactement ce principe-là jusque dans l'implémentation. Donc le principe, c'est qu'on définit des stores, on définit des actions, donc des stores ont une valeur initiale, on définit des actions qui, eux, peuvent explicitement appeler la méthode setStore, donc qui est l'équivalent de l'état interne de la source de vérité, et les components, ils peuvent dispatcher des actions ou déclarer des bindings, ici, déclarer des bindings qui peuvent éventuellement dépendre de leurs props, qui disent je veux que ce store soit systématiquement injecté dans mon état. Donc par exemple, ce binding ici définit que le store counter, c'est click. Donc le store click est automatiquement injecté dans mon état, et en particulier, dès que ce store ici est mis à jour, la méthode render va être, le state de click label va être mis à jour, ça va provoquer un appel de render puisque l'état a changé, et ici le component va être automatiquement mis à jour. D'accord ? Donc avec cette implémentation de Flux, on voit très précisément quelle est la responsabilité des stores, quelle est la responsabilité des actions, et comment les components interagissent avec ces actions. Une fois qu'on en est là, on se dit, bon, c'est cool, qu'est-ce que ça change par rapport à Flux, le Flux habituel. En fait, on a complètement abstrait l'implémentation, et on a réduit Flux à un stream duplex qui implémente un one-way data flow. Désolé, je la pète un peu. Ce qui est important, c'est qu'on peut utiliser potentiellement n'importe quel mécanisme pour implémenter ce stream. Donc, tout ce qui vous permet d'implémenter une sémantique de stream peut vous permettre d'implémenter un flux opérationnel avec exactement la même API. Vous changez juste en gros le back-end de votre implémentation de Flux. Donc là où pour gérer l'application de l'état de votre application dans le navigateur, vous allez utiliser un truc genre event emitter pour implémenter le Flux, ou bien n'importe quel autre pattern qui fait à peu près la même chose. Vous pouvez décider d'utiliser, vous faites exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser event emitter, vous allez utiliser à la place un channel de WebSocket. Donc le principe est exactement le même, c'est que vous avez vos components qui sont
dans le navigateur d'un client, qui émettent des actions. Ces actions sont sérialisées, elles sont envoyées à travers des trames WebSocket à un serveur. Sur ce serveur est exécuté du code, donc en JavaScript ou peu importe à la limite, mais donc ce serveur qui implémente Nexus Flux, il désérialise les actions, il fait sa logique côté serveur, il émet des updates, il sérialise les updates et il a dispatch à tous les clients qui sont connectés, qui eux-mêmes se chargent de les dispatch aux components qui sont souscrits à ces ressources-là. Donc l'idée c'est que quasiment c'est pas le problème, enfin même complètement, c'est pas le problème de vos components de savoir où se trouvent les données, c'est pas le problème de vos components de savoir où va être exécutée l'action. Tout ce qu'ils veulent c'est recevoir des données et tout ce qu'ils veulent c'est émettre des actions. Ce qui vous permet donc de décider que votre source de vérité elle va vivre dans votre data center et que votre client il va vivre dans le navigateur de votre visiteur. Donc très concrètement comment ça marche. Donc les actions sont codées sous forme de trame WebSocket via un protocole custom genre JSON Stringify, gros protocole, ou des requêtes POST, et les stores sont mis à jour à travers un autre protocole custom dans l'autre sens. Je reviendrai un peu là-dessus parce que là pour le coup c'est un tout petit peu plus tricky, ou exposé, donc, et les valeurs sont également exposées en get, ce qui permet d'être très cache friendly. Ce qui a des gros impacts de performance quand vous voulez faire des trucs genre un chat avec 1 million d'utilisateurs. Je reviendrai dessus. L'autre truc un peu magique de Flux Over the Wire, une fois que vous en êtes là, c'est que finalement, que vos components se trouvent chez un client ou un autre, ça ne change pas grand-chose. Vous avez juste à multiplexer vos connexions WebSocket. Mais dans l'absolu, de la même manière que vous pouvez avoir un component n'importe où dans la hiérarchie qui tapait sur un flux et un autre component à un autre endroit de la hiérarchie qui tapait sur le même flux, là vous pouvez très bien avoir un component dans le navigateur d'un client chez lui qui tape sur un flux serveur dans votre data center et un autre component dans un autre navigateur d'un autre client qui tape sur le même flux, d'accord, qui fait des actions sur le même flux et qui reçoit des updates du même flux. Donc ça vous permet à la fois de résoudre le problème de partager un état entre votre serveur et votre client, c'est quand même la base du web, parce que on a tous fait des applications de démo où je te troll pas. On a tous fait des applications de démo où on a stocké l'état de notre base de données dans un objet local, mais en vrai on a quand même très souvent le problème d'aller chercher la donnée dans le data center et de la mettre à jour. Donc, Flux Over the Wire permet d'attaquer ce problème-là d'une manière React-friendly, on va dire, puisque dans React, des données qui sont jamais mises à jour, ça n'a pas tellement de sens. Donc, à moins de faire des requêtes HTTP tout le temps pour mettre à jour vos données, vous avez quand même envie de faire un truc un peu plus sexy. Et broadcast des updates via WebSocket, c'est quand même plus dans l'esprit. Vous partagez du coup également, par l'intermédiaire de l'état de votre serveur, un état avec tous les autres clients connectés. Fonctionner comme ça en fait, et à titre personnel je n'avais pas du tout envisagé de mettre du temps réel partout dans mes applications. Au départ je voulais juste faire genre des commentaires qui se mettent à jour et des votes dans mon player vidéo, mais en fait une fois qu'on a câblé une feature ultra basique sur du temps réel, rien n'empêche de la câbler partout. C'est-à-dire que n'importe où vous feriez une requête HTTP pour charger des données, ça coûte pas plus cher de l'avoir en temps réel. Ça coûte un tout petit peu plus cher en termes d'infra, pas tant que ça si on le fait bien. De toute manière, le fonctionnement déclaratif de React fait que si vous concevez bien le framework derrière, alors pas grand chose, hein, ça fait 1000 lignes, Flux Over the Wire et React Nexus. Si vous concevez bien votre lib de data fetching, vous avez le temps réel pratiquement gratuit. Et évidemment, puisque je vous l'ai dit, les stores sont exposés sous forme de get et les actions sont exposées sous forme de post. Dans certains environnements où vous n'avez pas envie de brûler la connexion Edge de votre client qui a un vieux téléphone, ou vous êtes sur un Wi-Fi pourri et vous n'avez pas accès aux 200 ou 300 millisecondes de latence avec votre data center via WebSocket, vous pouvez très facilement dégrader votre application vers du non-temps réel qui se contente d'aller chercher les données quand elle en a besoin. Ok. Bon, je vais plus trop tarder parce que je pense que j'ai déjà raconté pas mal de trucs. Juste donner un petit mot sur l'histoire de broadcast des updates, parce que bon, c'est facile de le faire sur un schéma, pour le faire en vrai c'est un peu moins rigolo.
Ce qu'on a envie, c'est d'être capable de transmettre énormément de mutations, alors à l'échelle de votre application, hein, transmettre énormément de mutations à énormément de clients, qui vont, avec un pattern qui globalement est le suivant, c'est que vous allez avoir des milliers ou des dizaines de milliers de clients qui sont souscrits à la même ressource, qui vont tous écrire des mutations dessus, et qui veulent tous recevoir toutes les mises à jour dans le bon ordre. Donc, bon, il y a plein de manières théoriques de faire ça. Une manière simple consiste à donc maintenir une logique serveur synchrone, dans le sens où vous n'utilisez pas de multithreading et de lock, etc. pour mettre à jour vos stores, ou en tout cas vous avez des stores atomiques sur lesquels vous traitez les actions une par une. Et quand vous décidez que vous avez fait vous avez traité suffisamment d'actions, ou que vous arrivez à la fin de ce qui serait l'équivalent d'une transaction SQL ou quelque chose comme ça, en tout cas, quand ça a du sens d'émettre une mise à jour, à ce moment-là, vous envoyez un diff entre la dernière fois que vous envoyez l'état de votre serveur, la dernière fois que vous avez envoyé une mise à jour, et l'état de votre serveur au moment où vous décidez d'envoyer la mise à jour. D'accord ? Donc conceptuellement, on voit très bien, hein, on était à l'état A, on était à l'état B, on sait que les clients, ils ont reçu leur dernier update, ils l'ont reçu quand on était à l'état A, donc il faut leur envoyer le diff entre l'état B et l'état A pour que tous les clients puissent passer à l'état B. Ok ? Sauf que faire un diff sur une liste de 100 000 messages, c'est assez pourri. Si on peut faire des grosses hypothèses du genre on insère tout dans le même ordre et tout, ça devient vite très très heuristique. Une façon assez simple de gérer ce problème, c'est tout simplement d'enregistrer les mutations quand elles sont faites au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on enregistre toutes les mutations quand on les fait, sous forme sérialisée, genre j'ai ajouté un élément à tel index, il avait telle valeur. Et quand on décide de commit, on envoie le record de ces mutations, et le client, au lieu d'appliquer explicitement un diff, va rejouer les mutations chez lui. C'est-à-dire, il va recevoir un record du genre insérer la valeur V1 à la clé K1, insérer la valeur V2 à la clé K2, delete la valeur à la clé K3. Il va recevoir ça, il va les réappliquer chez lui exactement, et on aura la garantie que l'état final du client sera le même que l'état du serveur au moment où il a envoyé ce diff. Okay. C'est ce qui permet de faire énormément d'updates avec une bande passante limitée sans avoir à réenvoyer la liste complète des 100 000 messages à chaque fois, ou à faire un diff explicite de 2 listes de 100 000 éléments. C'est à peu près les ordres de grandeur. Bon, je vais peut-être garder ça pour si vous avez des questions, mais en gros, c'est le flow unidirectionnel très clairement identifié de Flux permet de faire des grosses optimisations, et en particulier du gros scaling horizontal. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez sharder les stores dans tous les sens, vous pouvez sharder les actions dans tous les sens, et vous pouvez conserver un sharding qui a vraiment beaucoup de sens tout au long de votre stack, jusqu'à votre back-end qui vous servira réellement de source de vérité. Donc là, vous avez des trucs intermédiaires qui, en gros, gèrent la couche réseau, gèrent le transcodage des messages, etc., qui vous permettent de scaler verticalement. Et pour le scaling horizontal, en fait, ce que vous allez faire à la fin, c'est sharder votre base de données, par exemple Postgres, gérer vos actions en mettant les locks appropriés dans vos différents masters SQL, et émettre des notify qui vont ensuite propager dans votre message queue, dans vos diverses instances de WebSocket Server, pour servir un maximum de clients. Juste pour un ordre de grandeur, un WebSocket Server sur un node single process, ça peut gérer 25-30 000 connexions selon votre driver réseau. Pour le type de trafic qui est un chat à 10 000, 100 000 utilisateurs sur un channel par exemple. Donc c'est évidemment très insuffisant quand vous voulez faire un gros chat genre 1 million d'utilisateurs. Mais par contre, en fait, si on constate que l'essentiel des ressources pour ce type d'application, quand c'est fait correctement, sont dépensées à décoder et encoder des messages. Genre 98% du CPU, c'est transformer des strings en binaires ou des binaires en strings. Ça, vous avez envie de faire un scaling horizontal monstrueux au niveau de votre front-end web. Et tout le reste derrière, en fait, quand on se pose la question sérieusement, c'est
pas le bottleneck de performance. D'accord. Donc il suffit de faire un sharding un peu sérieux au niveau de votre base de données. Et le gros problème qui reste à résoudre est le problème du scaling de votre front. Et avec Flux, c'est relativement trivial de scaler les fronts, puisque on confie finalement ce travail-là à une message queue intermédiaire comme Redis, comme ActiveMQ, comme ZeroMQ. Oui, il y en a plein, des gens qui font ça très bien. Vous pouvez complètement vous débarrasser du problème du scaling du front. Dernier truc, après je vous fais une démo, parce que quand même. Une des grosses motivations pour moi pour faire un Nexus Flux et React Nexus qui va avec, c'était que je suis un petit peu maniaque obsessionnel des applis isomorphiques. J'aime pas du tout écrire deux fois le même code, même si finalement ça pourrait être beaucoup plus rapide depuis le temps que je bosse sur ce truc-là, d'avoir écrit 100 fois le même code. Je pense que j'aurais eu le temps. Dans le principe, je pense que vous avez tous rencontré ce problème de maintenir du code PHP qui vous génère le même HTML que votre code JavaScript et de vous dire chaque fois que je fais une modif dans un bout de mon application, je dois faire bien attention que le HTML que j'ai généré c'est bien exactement le même que celui de mon JavaScript. C'est particulièrement pénible en React où en plus React vous insulte quand vous faites des erreurs, quand vous n'avez pas exactement le même HTML que ce que React attend et vous dit non, c'est pas bien. En plus de ça, au-delà de la question d'orgueil de ne pas écrire deux fois le même code, ça pose des gros problèmes de performance parce que quand vous avez votre HTML qui est généré et que vous avez votre CodeJS qui s'ajoute après et que vous supprimez tout le DOM qui vient d'être généré par votre serveur pour en recréer un nouveau avec JavaScript, le temps de réponse typiquement sur mobile va être augmenté de 50, 60, peut-être 200 millisecondes et on sait le type d'impact que ça peut avoir. Au-delà de l'impact de la performance, je pense que vous êtes également sensible au problème d'être référencé par les moteurs de recherche. C'est qu'il y en a plein qui exécutent à peu près correctement JavaScript, on ne sait pas exactement jusqu'à quel point ils le font bien. Ce qui est certain, c'est qu'on a envie de donner un peu de garantie que le HTML qui va être reçu par les crawlers va ressembler au HTML que va générer votre application JS. React est, depuis sa sortie, depuis son open sourcing, un bon candidat pour faire ça, puisque son approche relativement pure de bien encapsuler les components dans des props, dans un état, vous fait un peu la promesse que oui, vous allez arriver à faire du server-side rendering. Malheureusement, ou heureusement, parce que React ne pourrait pas fonctionner s'il avait un fonctionnement intrinsèquement asynchrone. Donc React a un fonctionnement intrinsèquement synchrone, il y a des passes de render. L'asynchrone, c'est qu'en gros, vous modifiez quelque chose, on re-render tout. Les features de server-side rendering que propose React ne vous permettent en gros de faire qu'une seule passe de render. C'est-à-dire que si vous faites un render de votre hiérarchie initiale et que pendant ce temps-là, vous allez chercher des données, il n'y a aucun moyen, c'est pas fait pour, ça n'a même pas de sens, même si c'est ce qu'on a envie de faire, de dire ok c'est bon, je suis allé chercher mes données, maintenant je re-render. Il n'y a pas de notion de re-render côté serveur, puisqu'il n'y a pas de notion de plusieurs passes asynchrones, il n'y a pas de notion d'event listener comme il peut y en avoir à côté client, etc., etc. Donc ce qu'on a vraiment envie de faire, quand on fait du server-side rendering, c'est d'être capable, avant le premier render, de savoir toutes les données dont on aura besoin. D'accord ? La manière dont c'est résolu la plupart du temps consiste à écrire deux fois le même code, c'est que j'aime pas ça. Un code qui exprime la hiérarchie des components dans le routeur, en gros, qui dit ok, si je suis à cette URL, les components que je vais créer, ça va en gros être cela, et je sais que je vais avoir besoin de telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée. Donc ça, c'est la manière habituelle de faire, qui est un peu embêtante, parce que vous déclarez vos dépendances de données au niveau du routeur serveur, et vous déclarez vos dépendances de données au niveau de chaque component. Vous avez fait le travail deux fois, puisque virtuellement, vous savez très bien qu'il vous suffit de monter vos components, qu'ils aillent fetch leurs dépendances, qu'ils se render, qu'ils render leurs enfants, qui eux-mêmes vont les fetch leurs dépendances, etc. récursivement. Donc React Nexus fait exactement ça. C'est qu'il utilise l'API et le fonctionnement de Flux over the Wire pour effectuer explicitement le rendering de la racine. En fait, il construit l'élément racine. Il regarde les bindings dont je vous ai parlé tout à l'heure de la racine en fonction de ses props, il va effectuer ce data fetching, et ensuite il appelle la fonction render de la racine. Une fois qu'il appelle la fonction render de la racine, il sait quels vont être les éléments, quels vont être les enfants de la racine, ainsi que leurs props, et il va effectuer cette opération récursivement jusqu'à avoir dépilé tout l'arbre. Donc l'API se présente comme ça, vous appelez pre-render app sur une appli,
vous avez tout le data fetching qui se fait autant en parallèle qu'il peut l'être, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs sous-arbres par exemple qui ont des dépendances qui ne sont pas les mêmes, les dépendances peuvent être fetch de manière concurrente. Voilà, bon, il y a d'autres trucs, mais l'essentiel c'est ça. Faire une mini démo, j'espère que je vais pas trop... Pas où Patrick ? Non, c'est bon. Mini démo. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à réunir 1 million de personnes ce soir, mais tac. Ah, très bien. Non, je vais juste déconnecter Internet. Que faire des démos en local, c'est tricher. J'ai confiance. Enfin, je crois. Comme quoi, on peut pas toujours faire des hypothèses sur les conditions idéales, tout ça. Shoot component update. True. Ouais, bah non, en fait. Ah, non. Je peux peut-être le faire depuis ton laptop, cela dit. Ah non, attends. Ouais. 2014. Le suspense est insoutenable, vais-je réussir à me connecter à Internet? Apparemment, non. Quelqu'un a-t-il un laptop qui est connecté à Internet actuellement? J'ai... Non, spot. Ah. Tac. Ça serait une connexion. Ah oui. Oui, c'est grave. Le port 22 000 n'est pas bloqué. Ah. C'est ça quand on veut faire malin et faire des démos, hein, c'est sûr. C'est dans le local. Je l'ai pas en local. Je vérifie à tout hasard. Ah oui. Non, je crois pas. Ah. J'ai annoncé. Tu peux essayer celui-là? Je vais le partager. Attends, je vais essayer. Au cas où. Le nom du réseau est écrit. Sinon, je peux vous faire la démo sur mon téléphone, mais ça marche. Ah. Vous en avez combien? Je voudrais pas balancer, mais... Je prends des sous-terres ici. Ça marchait tout à l'heure. Sinon, je peux laisser sur la mienne. Coup classique des démos. Ça marchait toujours tout à l'heure. Patrick, tu peux faire le quick time en même temps, s'il te plaît? Le quoi? Quick time. Quick time de screencaster son écran pour enregistrer la démo. Ah putain, Ouais, hyper. je connais pas les claviers Mac.
Comment je fais un joli split screen avec deux navigateurs? Sinon je le fais dans deux tables mais c'est moins classe. Non, vas-y. Je dis combien? 22 000. 22 000, merci. Ah, on peut se connecter là-dessus? Oui, vous devriez pouvoir vous connecter. Alors, si vous le faites planter, par contre, je vais pas être content. Alors, ce qui est sympa avec cette histoire, déjà c'est que vous pouvez envoyer des messages et que vous voyez que ça s'affiche par magie. Donc il n'y a pas genre un vieux IRC derrière, un truc comme ça. C'est du full stack Flux React. Et tout. On a faim. Voilà. Alors si vous êtes sur votre laptop, je vous invite à regarder le HTML envoyé par le serveur. Donc, oula. Donc, devant vos yeux ébahis, Flux over the wire. Bon, si les portraits se chargent pas, c'est pas de ma faute. Voilà. Je vous montre juste en 2 secondes le code de ce truc. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et après, je vous laisserai tranquille. Comme je vous disais, personal branding. Où est ce truc? Non, j'ai écrit 50 versions de ce truc. Donc, moi qui n'aime pas écrire les choses 2 fois. Donc je vous montre en 2 secondes à quoi ça ressemble. Donc, dans une autre vie ça s'appelait uplink, mais bon c'est le même principe. Donc là vous avez les stores et les actions qui sont du JavaScript, d'accord, avec genre des actions genre user join, user leave, set nickname, post message, etc. Ce code là est appelé par mon script serveur là, qui spawn un serveur de rendering qui exécute React Nexus et un serveur de Flux over the wire qui appelle Flux over the wire serveur. Et l'appli, c'est pas ça du tout. L'appli, elle a cette tête là, donc le composant racine, où celui-là il n'a pas de dépendance. Tac. Vous avez par exemple chatroom. Alors si je pouvais déclarer des dépendances quelque part, ça serait cool. Voilà, en gros ça ressemble à ça. Vous déclarez ici la dépendance au niveau de component et automagically ce store est souscrit, mis à jour, prefetch quand il est render côté serveur et re-render côté client quand il y a des modifications côté serveur. Voilà. Et du coup, je crois que j'avais plus de slides de toute façon. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je crois que ça a... Au niveau des components, il y a juste un contrat d'API en quelque sorte qui dit pour exécuter une action, tu appelles la fonction dispatch action avec le nom de l'action et les paramètres. Tout ça c'est directement, sans aucune logique ou interprétation, c'est sérialisé, c'est envoyé au serveur et après c'est le serveur qui dit est-ce qu'il en fait quelque chose ou pas. Et du coup par exemple si on a une to-do list, moi généralement quand j'ajoute ma to-do, d'abord l'ajouter sur le client et qu'il soit renderé avant que j'ai la réponse serveur. Alors pour faire de
des optimistic updates. C'est assez simple, en l'occurrence. Il suffit de dupliquer le flux. En plus, c'est exactement la même API, donc ça leur rend le truc assez facile à faire. Donc, voilà, je ne l'ai pas trop montré, mais en gros, avec Nexus Flux, on peut faire à la fois des flux locaux, donc qui s'exécutent côté client entièrement, et des flux remote, donc dont la single source of truth se trouve côté serveur. Rien n'empêche de répliquer exactement la logique du flux remote dans un flux local et de l'utiliser tant que le serveur n'a pas répondu sur le flux remote. C'est exactement les mêmes keys, c'est exactement les mêmes actions. Il suffit de mettre un hook dans les actions du flux local, de dire quand je reçois cette action en local, je l'exécute localement et en plus je la réplique en remote. Quand on reçoit la réponse du serveur, on a un hook dans l'autre sens qui dit le remote server, quand il reçoit une update, il met à jour le store local. On peut les pipe. Je sais pas si c'est clair. Si, ouais, merci. Moi j'avais exactement la même question en fait, à la base, mais par le serveur. Et la réponse du serveur, dans ce cas-là, on s'en fout. On ne veut pas l'avoir, sauf si jamais ça n'a pas marché, parce qu'on a déjà tout fait en local. Mais à l'inverse, si c'est quelqu'un d'autre en train d'éditer to-do list en même temps, et qu'on reçoit la réponse du serveur de son édition à lui, là on veut la prendre en compte. Alors, le serveur s'assure que toutes les mutations sont appliquées dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que le serveur envoie une update, il envoie un numéro de compteur qui dit mon numéro de compteur était à temps quand j'ai envoyé cette update. D'accord ? C'est une espèce de... C'est surtout ignorer... Alors en fait, pour ignorer les updates qu'on a déjà reçus, c'est ça en gros ? Qu'on a déjà appliqué côté client ? On a déjà calculé de notre côté. Alors, l'implème de Remutable, là, qui est l'abstraction des updates, je veux être capable de réaliser le test d'identité en coût constant, quelle que soit la taille de la collection, quel que soit le nombre d'updates qui ont été faits, etc., etc. Donc je maintiens un hash, qui est juste un entier 32 bits, un hash qui est un dirty checking de est-ce que cet objet a été modifié ou pas. Est-ce que cet objet représente la même valeur. C'est tout simplement un espèce de CRC32 sur toutes les mutations qui ont été appliquées récursivement depuis la création de l'objet. Donc la garantie qu'on a forte, c'est si deux objets n'ont pas le même hash, on est certain qu'ils n'ont pas la même valeur. Si deux objets ont le même hash, il y a une probabilité extrêmement faible qu'ils aient derrière pas la même valeur. Donc, en gros, pour vérifier est-ce qu'on a déjà appliqué un patch ou non, on compare le hash de la cible du patch. Un objet patch est constitué du hash de la source, du hash de la cible et de la liste des mutations. On compare le hash de la cible avec le hash de la version qu'on a. Et si c'est le même hash, ça signifie qu'on a déjà appliqué l'update et qu'on peut donc l'ignorer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Côté serveur, est-ce qu'on instancie à chaque fois un dispatcher per client ou on a un dispatcher unique ? Donc il n'y a pas de singleton. En fait, ce qui joue le rôle de singleton, c'est un flux qui est instancié dans la closure du getHandler. Là. Oui, forcément, j'ai pas accès à mon truc. Et oui, pour répondre vraiment à la question, oui, on instancie un flux complet, un flux client complet à chaque fois qu'on instancie un client côté serveur. Donc pour le WebSocket, ça va être dans toute la connexion serveur. Voilà, alors sauf que en vrai, j'ouvre pas. Quand ton Flux over the wire serveur et ton render serveur sont dans le même data center, c'est un peu dommage d'ouvrir un WebSocket juste pour ça. En vrai, on peut bypasser le truc et utiliser un socket Unix ou un truc comme ça, pour pas avoir l'overhead d'une connexion WebSocket avec le handshake HTTP et tout ça. Mais oui, sinon dans le principe, il y a une connexion pour chaque. Il y a une nouvelle connexion pour chaque client. On peut également faire du caching local, ce qu'on fait en fait. En vrai, la couche de Redis permet d'éviter d'interroger pas la couche de Redis, d'ailleurs la couche de Varnish en l'occurrence, puisqu'on cache par objet. Permet d'éviter d'avoir à taper dans le back-end du Flux over the wire server, qui est en général derrière un serveur SQL. Et ce qui permet de faire ça avec confiance, c'est qu'on sait exactement quand on va valider les caches, on sait exactement quand on va valider les varnishes, puisqu'il suffit d'écouter les messages update qui proviennent du back-end. Donc quand on a une update pour un store qui arrive, on invalide le cache, et sinon, tous les clients peuvent taper dans le même cache. On a une garantie forte sur le fait qu'on n'aura jamais de cache incorrect. Je sais pas si c'est clair. En gros, tu as 1000 clients qui te requêtent qui te requêtent la même page. Ils vont tous effectuer 1000 fois exactement les mêmes requêtes en get.
ils vont tous taper dans un varnish qui aura pas été recalculé. Et ça, c'est pour un stateless, ça veut dire ou un state qui est partagé par tous les clients. Ouais. Je suis un client tout seul, on prend ton state à moi. Ouais, alors, ok, j'avais mal compris la question, pardon. À ce moment-là, en effet, tu as un store complet qui est implémenté, sauf que, en général, on n'exécute pas d'actions, on exécute peu d'actions avant le pré-render. La plupart des actions, dans la pratique, résultent d'une interaction utilisateur, genre un clic, genre la souris qui a bougé, genre un scroll, etc. Donc, de mon expérience, après, je n'ai peut-être pas tous les use cases en tête, mais de mon expérience, on dispatche aucune action. Côté au moment du render server, donc on peut cacher l'état final. Du store avant le rendering, pour éviter d'avoir à le recalculer à chaque fois. Je sais pas si c'est clair. En général, le seul paramètre de la requête qui nous intéresse, c'est l'URL, éventuellement les locales. Mais il n'y a pas beaucoup de paramètres dans une requête HTTP de toute façon, donc on peut cacher l'état du store en fonction des paramètres de cette requête. Merci Elie encore une fois.